On va partir en Ukraine, au cœur d'une bataille devenue un symbole. C'est même une lutte entre deux hommes, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Pokrovsk, dans l'est du pays, où depuis quelques jours les Ukrainiens tentent de renverser le cours de la guerre. Mais avant, je voulais vous montrer à quoi ressemble ce conflit. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas d'images qui nous viennent directement du front. Quelques dizaines de secondes avec des soldats ukrainiens. On est à Kupiansk. Une lutte à mort pour défendre quelques ruines. Regardez. Гранату готуй, блядь! Граната! Voilà, c'est ça et surtout ça la guerre. On va retrouver Claire Cambier, le général Chauvency. Pourquoi ? Parce que vous allez nous parler de ce qui se passe en ce moment à Pokrovsk. La semaine dernière, presque jour pour jour, on parlait d'Ukrainiens en grande difficulté. Des Russes à coup de propagande qui disaient avoir placé des drapeaux dans le centre-ville. Et là, visiblement, cette semaine, Claire, ce sont les Ukrainiens qui seraient à l'offensive pour tenter de repousser les forces russes de la ville. Oui, alors on va voir quand même qu'ils sont en difficulté. Hein. On va voir une vidéo où on voit des Russes avancer dans la ville. Alors ils profitent du brouillard, vous allez nous l'expliquer. Ça empêche les drones de voler. Oui, alors tout simplement pour dire qu'effectivement les drones, on nous les a présentés comme l'arme ultime de la guerre. Mais aujourd'hui on voit bien que les drones ont des difficultés par temps difficile. Et en l'occurrence, le brouillard qui a lieu depuis quand même pas mal de jours a permis aux forces russes d'avancer sans être détruites justement par les drones. Donc, on utilise le terrain et la météo pour mener ces attaques. Et c'est ce que l'on voit là exactement. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, ce sont des attaques, je dirais, légères. Les motos dont on a beaucoup parlé pendant ces dernières semaines, des voitures plus ou moins civilisées, oserais-je dire. Voilà, des estafettes. Bon voilà, on est vraiment dans la situation où, en profitant de la météo, des troupes légères s'infiltrent dans le dispositif. Alors quand on voit ces vidéos avec justement des motos, des pick-up avec simplement des cages pour les protéger des drones, on a parfois l'impression d'être dans un film de Mad Max. Comment expliquer qu'il n'y a pas de blindés qui rentrent ? Les blindés, alors est-ce que le débat, est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce qu'ils n'ont pas été tous détruits? Est-ce qu'on veut vraiment les utiliser? On n'en sait absolument rien. La réalité, c'est que le blindé, ça ne dépasse pas les 50 à l'heure. C'est vulnérable aujourd'hui malgré les protections qu'on a mises. Ça coûte beaucoup plus cher. Donc on est bien dans ce que j'utilisais comme expression, des troupes légères. Des troupes légères qui peuvent passer partout. Ce sont des motos légères quand on les voit. Ce sont des véhicules civils, en plus relativement banalisés. Donc on utilise les voies d'accès, voilà, les routes. Et puis finalement, ça avance très vite. Donc on est dans l'infiltration de troupes d'infanterie qui peuvent descendre très rapidement de leur véhicule quand il y a une attaque et finalement combattre en localité avec tous les moyens qu'ils ont. Et les véhicules qu'on voit là, en fait, c'est pas uniquement transporter des soldats, ça veut dire aussi transporter des munitions, transporter des vivres et donc tenir le combat dans la durée. Alors on va passer aux cartes, voir où se trouve cette ville de Pokrovsk. Hein, vous la voyez entre Tchassiv Yar notamment et Dnipro qui se trouve plus ici. C'est une ville où il y avait 60 000 habitants. Aujourd'hui, il n'y aurait plus que 1000 environ. Pourquoi est-ce que les Russes, ils tiennent à tout prix à prendre Pokrovsk? Il faut quand même bien rappeler, parce que maintenant c'est une notoriété publique, Pokrovsk fait partie de la ligne de défense de plusieurs centaines de kilomètres, de villes fortifiées par les Ukrainiens depuis 2014-2015, et que si cette ville-là, comme d'autres, comme Kupiansk, dont on a vu les images il y a quelques instants, tombe, eh ben ça offre un boulevard partiel de quelques kilomètres de profondeur sur des champs, un terrain praticable justement par les chars dont vous avez parlé il y a quelques instants. S'il y a effectivement une capacité d'exploitation de chars, Pokrovsk tombe, les plaines qui sont derrière sont ouvrables en quelque sorte, et les chars peuvent s'infiltrer après le nettoyage par l'infanterie. Voilà. Là, aujourd'hui, on voit qu'il n'y reste plus qu'une poche, ici, au sud de Mirnograd et de Pokrovsk. Quelle est la situation? On voit quand même que les Ukrainiens mènent des contre-offensives. Alors, je dirais pas contre-offensives, ce sont des contre-attaques localisées. Alors, je ne vais pas jouer sur les termes, ça veut dire simplement qu'il faut desserrer les taux. Et là, vous avez bien vu, quand on regarde bien ici, Mirnograd est ici. Là, vous avez un espace qui fait peut-être 1 kilomètre. Ça veut dire qu'en vous avez les Russes qui font ceci, les Russes qui font cela,
Et là, il y aurait une contre-attaque effectivement ukrainienne. En fait, c'est une contre-attaque pour desserrer les taux et essayer aussi finalement de résister le plus longtemps possible et pourquoi pas essayer de partir. Mais là, je suis un peu surpris qu'il y ait une contre-attaque alors qu'on voit que les Russes sont là et là. Voilà. Par contre, là, c'est différent. Là, on est là manifestement du côté ukrainien d'essayer de préserver ce corridor qui permettrait qu'il n'y ait pas plus de 3 km de large quand même, qui permettrait aux brigades qui sont ici. Alors, à Mirhorad, par ici, vous avez 1 à 2 brigades, donc on est entre 2 et 5 000 hommes en fonction des pertes qu'il y a eu ou pas. Et puis ici, on ne sait pas très bien. Il y a 2-3 brigades qui seraient, mais finalement, on est dans des forces relativement limitées. Mais si on veut que ces forces aient une volonté finalement de se battre jusqu'au bout avec une chance de survie, il faut que ces forces puissent s'évacuer. Et donc ces contre-attaques localisées ont pour objectif de diminuer la pression des Russes sur ces troupes ukrainiennes et éventuellement, mais ça l'ordre n'a pas été donné, d'évacuer, parce que la question elle est là. À mon avis, ils ont reçu l'ordre de rester. Donc comme ils ont l'ordre de rester, on ne va pas faire des bien de fous, hein, on va leur dire, vous avez une possibilité d'évacuer, et donc on va, autant que possible, retarder l'instant final. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Venez vous installer et nous retrouver. Benoît Billan, restez. Pourquoi faire? Pourquoi rester? Pourquoi sacrifier les hommes? On parlera des Russes d'ailleurs dans un instant, puisque le secrétaire d'État américain a prononcé une phrase lourde de sens. C'était il y a 2 jours. D'abord, si on se place du côté ukrainien, essayez de faire des percées, comme vous nous l'avez expliqué, pour tenter de sauver les soldats qui restent, bien évidemment, pour pas qu'ils tombent aux mains des Russes. Mais pourquoi s'accrocher à Pokrovsk absolument et à cette région? Alors, d'abord parce que c'est ce que disait le général tout à l'heure, derrière Pokrovsk, au-delà de ces... Alors, Pokrovsk, c'est un nœud logistique extrêmement important. Quand les Russes pourront remettre en état notamment les voies ferrées, ça leur permettra d'avoir une base d'opération qui leur permettra ensuite de se projeter plus loin dans la profondeur du territoire ukrainien. Au-delà de Pokrovsk, c'est essentiellement de la plaine, le terrain est découvert, il n'y a pas de môle urbain où les Ukrainiens, les défenses peuvent s'accrocher. Donc en fait, on est sur une position critique pour l'armée ukrainienne. Si elle tombe, ça va permettre aux Russes d'envelopper Slaviansk et Kramatorsk, qui sont les 2 derniers gros bastions ukrainiens du Donbass, et puis ça leur permettra aussi d'exploiter dans la direction de Dnipro et de Zaporozhye. Donc, première raison de s'accrocher. Deuxième raison de s'accrocher, elle est plus politique, c'est qu'en fait, les Ukrainiens sont en train de perdre un certain nombre de nos qualités. Pokrovsk, c'est déjà à 90% sous contrôle russe. La question là maintenant, c'est les troupes qui sont encerclées à Mirnograd. Vous avez Kupiansk, qui est également largement... On a vu les combats, les scènes de combat. Et il y a aussi une poche avec des soldats ukrainiens qui sont coincés, mais cette fois-ci de l'autre côté de la rivière Oskil. Vous avez Siversk, dans lequel les Russes sont en train de progresser. Donc vous avez tout un tas de localités. Évidemment, politiquement, dans une situation où le pouvoir ukrainien, en plus, est malmené par les affaires de corruption, dont on parlera peut-être tout à l'heure, c'est un très mauvais signal. Le vrai problème, c'est que les Ukrainiens payent le fait de s'accrocher comme ça systématiquement au terrain, de pertes qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir. Aujourd'hui, d'autant que la semaine dernière, pardon, je vous laisse finir, vous étiez là, général, il a été dit que les forces spéciales ukrainiennes, pratiquement les meilleures troupes, étaient envoyées dans la région pour tenter de sauver ce qui était encore sauvable. C'est une erreur ? Oui, c'est une erreur parce que c'est gaspiller des troupes qui ne sont pas faites pour ça, comme infanterie de ligne en fait. Les unités qui sont aujourd'hui coincées à Mirnograd, c'est une unité de troupes de marine et une unité aéroportée. Donc ce sont des très bonnes unités. Les unités qui sont usées dans les contre-attaques ukrainiennes, c'est aussi des très bonnes unités. C'est Azov, c'est des unités comme ça. Quand on en est à utiliser des forces spéciales, et j'ai noté également que sur la vidéo de Kupiansk que vous avez montré tout à l'heure, c'était indiqué que c'était également une unité de forces spéciales, ça veut dire que vous n'avez plus d'infanterie. Normalement, ce n'est pas des gens que vous utilisez en infanterie de ligne. Donc la crise du personnel ukrainien est aujourd'hui le talon d'Achille de l'armée ukrainienne. Plus que toutes les armes qu'on peut leur fournir ou qu'ils peuvent fabriquer, leur vrai problème, c'est le manque d'hommes. Voilà les soldats dont vous nous parliez, ces combats pour... quelques ruines. Je vous parlais de Marco Rubio parce que derrière tout ça, bien évidemment, il y a la volonté de 2 hommes. Volodymyr Zelensky, il défend son territoire, il défend sa terre, et de l'autre côté, Vladimir Poutine, qui lui ne lâchera rien. Alors on va même pas parler de négociations avec les Américains, on va parler d'un constat implacable, le fait que le chef du Kremlin est prêt à sacrifier beaucoup d'hommes, beaucoup de matériel, mais il veut cette victoire. Estimez-vous que la Russie ne souhaite pas réellement la paix ? Eh bien, nous ne pouvons nous baser que sur ce que nous voyons. Je pense qu'ils ont clairement exprimé ce qu'ils veulent, à savoir le reste de Donetsk. Et il est évident que les Ukrainiens ne vont pas accepter cela. Donc ce que nous voyons actuellement, c'est qu'ils continuent leur frappe à longue portée sur l'Ukraine, manifestement pour détériorer leur réseau électrique et essayer de démoraliser le pays, entre autres.
Ils ont fait quelques avancées à Donetsk, mais ils perdent 7000 soldats par semaine. 7000 soldats morts par semaine côté russe. Donc pour l'instant, et c'est l'évaluation que nous devons faire, ils ont formulé une demande à laquelle l'Ukraine ne peut pas accéder. Et donc nous en sommes là pour l'instant. Voilà ce constat d'Avi Rigoulet-Rose, signé du secrétaire d'État américain. Alors bon, 7000, on pourra revenir si vous êtes d'accord sur ce chiffre. Mais au-delà de ça, c'est sur la volonté de Vladimir Poutine, des Russes. On continuera, il n'y aura pas de paix de toute façon. Du côté américain, il y a une prise de conscience un peu avec dépit que malgré les espoirs, évidemment. C'est du fatalisme selon vous ? En tout cas, c'est le principe de réalité qui s'impose. C'est que Vladimir Poutine ne veut pas ni négocier, ni transiger, ni de compromis. Et donc les Américains ont intégré cette donnée, effectivement, par rapport aux velléités qu'ils avaient de pousser un cessez-le-feu, qui était le rêve de Trump. Hein. On s'en souvient avec la rencontre en Alaska. Là, ils ont compris que de toute façon, pour le président russe, c'était continuer jusqu'au bout. Et il peut se permettre, parce que contrairement aux Ukrainiens, il perd beaucoup d'hommes, mais il en a beaucoup en réserve. 7000, ça vous semble crédible ? Je vous ai vu tiquer. Oui, parce que ça me semble pas crédible. C'est en fait ce que communiquent les Ukrainiens. C'est les revendications des Ukrainiens dont on sait qu'elles sont extrêmement surévaluées. Et ils perdent quand même beaucoup d'hommes. Alors, mais ils perdent des hommes parce que c'est une guerre de haute intensité industrielle, donc tout le monde perd beaucoup d'hommes. Ils ont effectivement des pertes qui sont maîtrisées, en revanche, parce que d'abord, en face, les défenses ukrainiennes sont de plus en plus fragilisées. Ensuite, ils recrutent quelque chose comme 30 000 hommes par mois. Donc, en fait, ça leur permet non seulement de compenser leurs pertes, mais d'avoir des rotations de réserve. Avec des méthodes très particulières, d'enrôlement, d'obligation, bien évidemment. On a l'impression que la cession, on donne beaucoup d'argent, est terminée. Il y a plus de pression du pouvoir russe aujourd'hui pour envoyer des hommes à l'abattoir. Oui, alors en même temps, il n'y a pas de tension aujourd'hui sur les ressources humaines de l'armée russe. Ce qu'on observe, c'est qu'ils sont capables de faire des rotations d'unités. Par exemple, une armée qui est en tension sur ses ressources humaines, c'est le cas de l'Ukraine, n'est pas capable justement d'organiser ces rotations d'unités. Ils sont capables de mettre un effort sur une zone. Et puis en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'armée russe est à l'offensive sur toute la largeur du front. Même sur des zones qui étaient endormies comme Soumy face à Koursk, comme Vovchansk au-dessus de Kharkiv, ce sont des endroits où les Russes relancent des opérations. Alors ça peut être des opérations locales, mais c'est pas le signe d'une armée qui est usée, c'est le signe d'une armée qui au contraire maintient une pression constante sur son adversaire. Et puis les Russes ont beaucoup plus de puissance de feu que les Ukrainiens. Et donc en fait, si les Russes perdent 7000 hommes, combien en perdent les Ukrainiens ? Probablement beaucoup plus. Donc en fait, il n'y a pas ces chiffres-là sont des chiffres qui sont depuis le début. La bataille des chiffres, de toute façon, c'est d'abord une bataille de communication. Tout le monde raconte n'importe quoi sur ce sujet-là. Les pertes sont probablement, enfin les seules indications claires de pertes qu'on a sur les Russes, c'est ce que fait Mediazona, qui est une ONG qui travaille avec la BBC, qui estime que depuis le début de la guerre, ils sont entre 200 et 250 000 tués. Ça nous semble énorme, mais sur la nature de ce conflit, c'est en fait pas tant que ça.